Ce dernier module va me permettre de répondre aux questions auxquelles nous n'aurions pas encore répondu. Elles sont de différents ordres. Est-ce qu'une fièvre est possible après un traitement par sclérose? Est-ce qu'on peut scléroser en cas d'insuffisance rénale ou de cirrhose du foie? Est-ce qu'on peut utiliser le polydocanol comme un anesthésique local? Est-ce que la sclérose est-elle douloureuse ou ne l'est-elle jamais? Dans quelle mesure doit-on se méfier des réactions allergiques ou de patients atopiques? Est-ce qu'un traitement anticoagulant contre-indique un traitement par sclérothérapie? Comment doit-on conserver le polydocanol? Doit-il rester au frigo? La sclérothérapie peut-elle être appliquée en cas de thrombophilie? Et doit-on choisir particulièrement un certain moment du cycle menstruel pour proposer une sclérose? La fièvre est une complication très rare du traitement par sclérose. Le développement d'une fièvre après la sclérothérapie peut s'expliquer par une destruction endothéliale qui est excessive et qui va libérer des hormones tissulaires et des cytokines qui sont des pyrogènes endogènes et qui vont donc perturber le centre thermorégulateur. On peut donc avoir une sorte de syndrome grippal quelques jours après un traitement par sclérose qui va disparaître dans la semaine qui suit et qui n'est pas lié à une erreur par exemple ou à un syndrome infectieux post-sclérose. La sclérothérapie peut être appliquée en cas d'insuffisance rénale. Il n'y a pas de contre-indication. Ce n'est pas un traitement particulièrement conseillé chez un patient en mauvais état général, mais il faut peser le rapport entre les bénéfices et les risques, et il est parfois souhaitable de réaliser une sclérose pour un traitement d'ulcère, par exemple, même si le patient est en insuffisance rénale sévère. Le produit est éliminé également par voie fécale et ne s'accumule pas dans l'organisme. On peut se poser la même question en cas de cirrhose du foie. La sclérose n'est pas une contre-indication absolue. Elle est déconseillée quand il n'y a pas d'indication clinique ferme. Il faut également se méfier des troubles de l'hémostase liés à une cirrhose du foie très sévère, mais peser de nouveau les rapports bénéfices-risques et proposer un traitement par sclérose quand on pense qu'il y a vraiment un avantage à ce type de traitement malgré les problèmes sévères que pourrait présenter le patient. Le polydocanol est un anesthésique local, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a débuté sa commercialisation. C'est cependant un anesthésique local qui est non-amine, non-ester et donc qui ne présente pas exactement les mêmes caractéristiques que les autres anesthésiques locaux. Il est donc peu probable que cet anesthésique, qu'on connaisse des réactions croisées allergiques avec d'autres anesthésiques. Le fait qu'un patient soit allergique à certains anesthésiques locaux ne contre-indique pas d'office l'utilisation du polydocanol pour les scléroses. Par contre, c'est un très mauvais anesthésique local et donc il ne faut pas l'employer comme anesthésique. Le polydocanol peut agir comme un anesthésique local et donc bloquer les canaux calciques et provoquer une inhibition réversible de la conduction nerveuse. Cela n'apparaît cependant qu'à de très hautes doses et est un effet temporaire. Il faut le connaître et patienter. C'est une complication qui est cependant particulièrement rare. La sclérose a très mauvaise presse auprès des patients. Elle est considérée comme douloureuse. Je pense que le polydocanol au moment de l'injection doit être très peu, voire indolore, s'il est injecté suffisamment lentement et surtout en intraveineux strict. La douleur au site d'injection est parfois décrite par le patient et en tout cas un effet indésirable qui est mentionné dans la notice.
Il faut savoir que certaines régions sont plus sensibles et plus douloureuses, comme la face interne de la cuisse ou la région périmalléolaire, mais la douleur doit toujours rester très supportable. Par contre, les patients peuvent développer une douleur immédiatement après l'injection, douleur qui va disparaître dans les minutes qui suivent et qui se manifeste plutôt sous forme de paresthésie ou de chatouillement. C'est lié à la libération de cytokines qui font partie de la cascade douloureuse classique, mais il faut rassurer le patient et cette douleur va disparaître avant en général la fin de la consultation. L'utilisation d'une aiguille de petit calibre avec une injection très lente et parfaitement intraveineuse va diminuer les risques de douleur. Bien sûr, le polydocanol provoque une réaction inflammatoire et donc on va pouvoir avoir une douleur de type inflammatoire dans les semaines qui suivent la sclérose. Cela est par contre tout à fait normal, il faut prévenir les patients qui peuvent traiter cette douleur par des anti-inflammatoires locaux éventuellement, mais surtout les rassurer en disant que c'est totalement temporaire. Cette douleur va être plus importante si l'on utilise des produits trop concentrés, donc il faut être prudent quand on débute des scléroses en commençant par des doses très faibles et en augmentant que si le résultat n'est pas valable. Des réactions allergiques ont été décrites au polydocanol, c'est cependant un effet indésirable extrêmement rare, moins d'un cas sur 10 000. Il ne faut pas confondre les allergies vraies avec des réactions vasovagales ou une éventuelle petite réaction allergique atypique de type urticaire qui peut également être liée au pansement utilisé plutôt qu'au polydocanol lui-même. En cas d'allergie vraie, vous en connaissez la clinique, il faut être prêt à réagir et donc toujours avoir avec soi les moyens de réagir qui sont de l'adrénaline à injecter en sous-cutané, des corticostéroïdes, une trousse et du sérum physiologique pour pouvoir faire des manœuvres de réanimation et de remplissage. L'asthme qui arrive chez des patients qui sont atopiques présente un risque majoré de développer des réactions allergiques et il s'agit donc d'une contre-indication relative au traitement par sclérose en raison de ces risques plus élevés de développer des réactions allergiques. Le médecin devra donc évaluer de nouveau le rapport bénéfice-risque chez un patient atopique ou asthmatique et voir si le traitement par sclérose est le meilleur traitement à lui proposer. Par contre, le traitement anticoagulant n'est pas une contre-indication aux scléroses. La sclérose n'est pas une thrombose, on réalise un sclérus, donc un accolement de la paroi et non pas un caillotage à partir des éléments du sang. Cette question est cependant débattue entre experts. Pour certains, le fait que les patients soient sous anticoagulants rend la sclérose moins efficace. Pour d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Moi, je n'ai jamais remarqué de difficultés à scléroser des patients qui restent sous anticoagulants ou sous antiagrégants. Je pense même que ces patients, je n'ai pas un examen scientifiquement prouvé, mais je pense même que ces patients présentent moins de réactions inflammatoires post-traitement et qu'il peut s'agir d'un réel, la sclérose peut être un réel avantage par rapport, par exemple, à un traitement chirurgical qui obligerait à l'arrêt des anticoagulants chez des patients qui sont particulièrement fragiles. Comment devez-vous conserver le polydocanol? Le polydocanol peut se conserver à température ambiante, il n'est pas nécessaire de le conserver au frigo et le produit congelé pourrait quand même être utilisé, il sera encore efficace, mais enfin le conserver dans une armoire ordinaire est tout à fait suffisant. En cas de thrombophilie connue, il faut être particulièrement prudent. La sclérothérapie est absolument contre-indiquée chez des patients thrombophiliques connus et en tout cas dans les thrombophilies sévères, par exemple des thrombophilies homozygotes.
De nouveau, nous sommes des médecins et donc il est parfois nécessaire de proposer des scléroses à des patients qui présentent des thrombophilies. Et il n'est pas impossible à ce moment de les traiter comme pour toute autre pathologie chez ces patients et donc de prévenir l'éventuelle thrombophlébite résultant d'une sclérose en traitant les patients préventivement par HBPM dans les jours qui suivent un traitement par sclérose à indication médicale. En théorie, la sclérothérapie doit être réalisée au moment où le système veineux est le plus contracté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on sclérose les patients couchés. Le meilleur moment pour pratiquer la sclérothérapie chez une femme non ménopausée est quand les taux d'estrogène sont au plus bas, c'est-à-dire pendant ou juste après les règles. Cependant, puisque beaucoup de jeunes femmes sont sous contraceptifs oraux, cette précaution n'a pas souvent son utilité.